Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Pendant plus de 10 ans, les policiers ont mené l'enquête. 3 enquêteurs en chef se sont succédés et les 3 ont été mis à rude épreuve. Dans cette affaire, l'eau n'a laissé qu'un squelette. La police ignore tout des circonstances qui ont mené la victime à sa triste fin. Aucun témoin, aucune piste, pas même un nom. Automne 1992. Un chasseur de canards part à la recherche d'un site pour une cache sur l'île Gilbert, à une vingtaine de kilomètres de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. L'île est sauvage, coupée du reste du monde par les eaux de la rivière Saint-Jean. Soudain, dans une petite clairière, au milieu d'un amas de branches mortes et de bois de grève, le chasseur fait une découverte macabre. Ignorant les conséquences, le chasseur déplace le crâne et va avertir la police. Je me demandais déjà comment il s'était retrouvé là. Près des rives de la Saint-Jean, il y a des lieux de sépulture anciens et c'était déjà arrivé que des crânes soient transportés par la rivière. Mais ça pouvait aussi être une personne disparue ou un meurtre. Le caporal Dave Brown, de la Gendarmerie royale du Canada, se rend à l'île avec le chasseur et Joseph Hine, technicien en criminalistique. Si le chasseur a vraiment trouvé des restes humains, l'enquête risque d'être compliquée. En fait, le crâne était sur la fourche d'une branche d'arbre. L'homme qui l'avait trouvé l'avait ramassé et l'avait mis là pour pouvoir le retrouver. Le crâne n'est pas complet. Toute la mâchoire inférieure est manquante. Plusieurs dents manquent, elles aussi. Plus rien ne subsiste sur les os, pas le moindre lambeau de chair ou de peau. Joseph Hine va remettre le crâne au laboratoire judiciaire. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Un suicide, un accident, un meurtre. Dans le doute, on part du principe que c'est un meurtre. Le chasseur montre aux enquêteurs où il a trouvé le crâne. C'est quand même une grande île. L'été, ils y mettent des vaches en pâture. Je ne sais pas au juste, mais je dirais 30 ou 40 acres. Mais au printemps, elle est presque complètement inondée. Je dirais que presque toute l'île est sous l'eau. On a jeté un petit coup d'œil tous les 3 sur une centaine de verges autour du crâne pour y voir s'il y avait d'autres ossements ou des indices d'un corps, mais on n'a rien trouvé. La police fait appel à Maura McLaughlin, professeure d'anthropologie à l'Université Saint-Thomas à Fredericton et anthropologue légiste. Elle va aider les enquêteurs dans leur fouille de l'île. Cette rivière-là est trompeuse. Elle a l'air très large, ses eaux ont l'air calmes et belles, mais en réalité, le chenal de la rivière est très étroit. Ce qu'on voit, c'est surtout le trop-plein. Et dans le chenal, le courant est exceptionnellement fort. Il pourrait transporter des restes humains, même un corps, très, très rapidement, sur plusieurs kilomètres en peu de temps. Au printemps, l'eau couvre une grande partie de l'île. Il est donc possible que l'eau ait dispersé le reste du squelette. Quand on est arrivé dans la partie arrière de l'île, j'ai vu 2 aigles qui faisaient leur nid. Je pense que je vais toujours m'en rappeler. Avec du recul, je vois que c'était prophétique. Avant de commencer la recherche, Maura McLaughlin, Dave Brown et Joseph Hine discutent d'un plan d'attaque. L'équipe de sauvetage et recherche, composée en grande partie de bénévoles, reçoit des directives fermes sur la façon de procéder pour protéger la scène et pour préserver le moindre indice.
Dans un secteur qu'on avait pensé serait à l'extérieur de la zone sur laquelle il fallait se concentrer, on a commencé à trouver des petits os. Et plus on avançait sur l'île, plus on en trouvait. Parmi les ossements, l'équipe de recherche découvre aussi des vêtements en lambeaux. Le sous-vêtement et le bas étaient en trop mauvais état pour être utiles, sauf qu'ils contenaient des ossements. On a pu en déduire que la personne les portait quand elle est morte. C'est un indice important. Au fil des jours, l'équipe découvre ce qui ressemble à une petite boule de poil animal ou de cheveux humains. La petite boule sera soigneusement récupérée pour être expédiée au laboratoire judiciaire. En remontant la rive, on a commencé à s'apercevoir que les ossements étaient éparpillés sur une zone de plus en plus étroite, jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit où il y avait beaucoup de branches mortes et beaucoup de débris. Et dans ce tas de branches et de toutes sortes de choses, on a trouvé des os qui étaient plus gros. Et l'endroit où on avait trouvé le crâne était pas mal loin de là. Finalement, l'eau avait déplacé le crâne sur une bonne distance. Finalement, presque tout un squelette est rassemblé. Peut-être 80% du squelette. Il nous manquait les pieds, mais les os des pieds sont très petits. Ils sont tellement légers qu'ils auraient pu être emportés. L'endroit où on a trouvé le squelette post-crânial, c'est-à-dire tout ce qui est en bas du crâne, cet endroit-là a souvent été inondé. Les petits os, ceux des mains, des poignets, des pieds, des chevilles, auraient facilement pu être emportés. Mais l'eau semble avoir dissimulé la pièce clé du puzzle, la mâchoire inférieure. Sans elle, il sera quasi impossible à un expert en criminalistique de déterminer la forme du visage. On a fouillé l'île à plusieurs reprises, mais on n'a jamais trouvé la mâchoire. Malheureusement, l'eau a emporté l'élément le plus important. La police n'a trouvé aucun signe d'identification, aucun objet personnel particulier. Pas le moindre début de piste concrète pour identifier la victime. Ça, c'est très difficile. D'abord, comme policier, on se demande si c'est un crime et qui l'a commis. Et puis, il y a aussi l'identification. Cette personne-là, c'est qui? On est en plein mystère. L'identification de la victime est primordiale. À partir de celle-ci, les enquêteurs pourront élaborer des scénarios probables sur la façon dont le crâne s'est retrouvé sur l'île. La personne aurait pu y aller toute seule en bateau et mourir là d'une façon ou d'une autre. Et le bateau aurait pu partir à la dérive. Ou quelqu'un aurait pu amener la personne dans l'île et peut-être la tuer là-bas. Ou l'eau aurait pu transporter le corps jusque-là. Tous ces scénarios-là étaient possibles. Et il est encore trop tôt dans l'enquête pour en éliminer un ou plusieurs. Maura McLaughlin s'attaque à l'examen des ossements pour tenter de faire un profil biologique de la victime, sorte de premier portrait pour les policiers. Elle commence par nettoyer délicatement les os, juste assez pour ne pas manquer un indice, comme des traces de coups laissant présumer un meurtre. Je fais toujours très attention à la mesure dans laquelle il faut nettoyer, particulièrement quand je sais que les os ont été submergés pendant un certain temps. Parce que les os qui restent longtemps dans l'eau peuvent ramollir. Donc, on commence par un nettoyage judicieux, ensuite l'agencement du squelette par ordre anatomique, suivi d'un inventaire des restes. Autre question cruciale pour les enquêteurs. Le squelette est-il celui d'un homme ou d'une femme? Pour la détermination du sexe, on n'est jamais sûr à 100% parce que les caractéristiques qu'on utilise apparaissent à la puberté et qu'elles se développent pendant la puberté. Il y a eu des cas où le déséquilibre hormonal était tellement prononcé qu'une personne qui biologiquement était une femme avait un squelette qui ressemblait à celui d'un homme.
Dans ce cas-là, on a été chanceux parce qu'on avait le bassin. Toutes les caractéristiques indiquaient clairement que c'était une femme. Quel âge avait cette femme? Moira McLaughlin compare le développement du squelette au nombre de croissance de l'ossature humaine. Pour un squelette adulte ou un squelette qui a complètement terminé sa croissance, on a tendance à définir l'âge en dizaines ou même en vingtaine d'années. On va dire par exemple que la personne a entre 40 et 60 ans. Dans ce cas en particulier, on pouvait voir que la personne était juste à la fin de sa croissance squelettique. C'est pour ça qu'on a été capable de conclure que c'était le squelette d'une personne au début ou au milieu de la vingtaine. De quelle race est cette femme dans la vingtaine? La forme du crâne et surtout la partie autour des yeux et du nez est l'élément clé pour répondre à cette question. Mais déterminer les origines ancestrales à partir de simples ossements n'est pas une science exacte. Après toute une batterie de mesures, Moira McLaughlin arrive toutefois à une conclusion. En première analyse, les caractéristiques morphologiques indiquaient que cet individu était de race blanche. L'étude du squelette a révélé un trait particulier de la victime qui devrait faciliter énormément son identification. L'humérus gauche, c'est-à-dire l'os du haut du bras, était plus petit. Il était moins long et moins épais que l'humérus droit. Ça ne serait pas passé inaperçu sur la personne. En fait, cette personne avait probablement de la difficulté à se servir de son bras gauche. Tout indiquait qu'elle était probablement née comme ça, que c'était une anomalie génétique. Les informations rassemblées par Moira McLaughlin sont transmises à la police pour dresser une fiche signalétique de la victime qui sera ajoutée au répertoire des personnes disparues. La police peut ainsi faire d'une pierre deux coups. Elle peut comparer la victime à toutes les autres femmes portées disparues au Canada qui ont les mêmes caractéristiques, et Dave Brown peut annoncer à tous les autres postes de police canadiens que les restes d'une femme ont été trouvés. Dave Brown repère quelques disparus qui pourraient correspondre à la femme sans nom. Il reçoit quelques appels d'enquêteurs du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Maine. Des pistes à suivre. Pendant qu'il suit ces pistes, il demande à un dentiste légiste d'examiner les dents présentes dans le crâne. À l'époque, l'analyse de l'ADN n'existe pas encore. L'examen donnera un profil des soins dentaires que la victime a reçus. On examine la dentition de la personne et on produit un dossier dentaire, comme le font essentiellement les dentistes en cabinet privé. Ce profil dentaire de la victime pourra éventuellement être comparé à celui d'une personne portée disparue. Il n'y a pas de base de données nationale des dossiers dentaires des personnes disparues. Ce serait pourtant utile, mais il n'y en a pas. Au lieu de ça, on se sert des preuves circonstancielles qui ont été trouvées sur la scène de crime. Il y a peut-être un indice qui va nous amener à penser qu'une certaine personne est notre victime. Dans ce cas-là, on peut consulter son dossier médical et son dossier dentaire, et on peut demander à son dentiste de nous fournir des fiches qui pourraient nous servir pour comparer sa dentition avec celle de la victime et pour voir s'il y a une concordance. Le dentiste ne peut faire qu'un rapport partiel, car il n'a que la mâchoire supérieure. Mais il observe que la victime a reçu des soins dentaires intensifs pour corriger de gros problèmes de dentition et que ses dents de devant étaient protubérantes. La police opère sur tous les fronts. Bien qu'il ne reste que quelques lambeaux des jeans noirs et de la chemise blanche, Dave Brown tente de remonter cette piste. Il ne restait pas grand-chose de la blouse et des jeans. Ils étaient presque pourris. Mais on a trouvé les étiquettes. Je voulais, pour voir d'où la personne venait, s'il y avait des indices de ce côté-là. Je voulais déterminer où ils avaient été achetés. Et je voulais aussi savoir si ça se vendait partout. Est-ce que ça se vend au Canada même? Dave Brown se tourne en premier vers la Fédération canadienne du vêtement. Elle le renvoie à plusieurs fabricants et détaillants qu'il contacte systématiquement.
Un travail lent qui demande patience et ténacité. Après plusieurs tentatives et après avoir envoyé beaucoup de photos, j'ai réussi à déterminer que la blouse avait été faite par une compagnie de Montréal. Et elle avait été vendue à seulement une chaîne, la chaîne Bargain Heralds. J'ai pu déterminer à quel moment les blouses avaient été envoyées au magasin. En fait, ces blouses-là ont été envoyées au magasin Bargain Heralds pendant 2 mois seulement. Là, je me suis demandé si la personne habitait près d'un magasin Bargain Heralds. C'est une façon de circonscrire un peu les recherches. Entre-temps, Moira McLaughlin s'attaque à un autre aspect de l'enquête. De quoi est morte la femme sans nom? Le plus souvent, les enquêteurs travaillent à partir d'un corps qui peut leur révéler immédiatement la cause de la mort. Et quand il ne reste qu'un squelette, que faire? Moira cherche des traces de coups sur les os. Je cherchais aussi des preuves de trauma périmortem. Les os se fracturent de différentes manières. Quand un os est frais et qu'il a encore toutes ses matières grasses et toute son eau, il peut se casser, se plier. Il réagit d'une manière très différente que quand un os est sec et qu'il est resté longtemps à la surface et qu'il ne lui reste plus de matière grasse ni d'eau. Donc, je devrais pouvoir voir la différence entre la réaction d'un os frais et celle d'un os sec. Si l'os est frais et qu'il n'y a pas de signe de guérison, on dit que le trauma est périmortem. Moira McLaughlin remarque des traces sur certaines côtes de la cage thoracique. Mais elle ne peut pas dire si ces marques ont été causées par les dents d'un animal, comme un coyote, ou par la pointe d'une arme, comme un couteau. Le temps et l'eau ont trop bien fait leur œuvre. Les résultats de ces analyses ne sont donc pas concluants. Alors, suicide, accident ou homicide? La cause de la mort reste un mystère. Plusieurs mois ont passé. L'eau continue de narguer les enquêteurs et garde pour elle l'identité de la victime. Les résultats de l'analyse des cheveux arrivent du laboratoire judiciaire. Est-ce que la police pourra enfin identifier la victime? Déjà 1 an depuis la découverte d'un crâne humain en 1992 sur une île de la rivière Saint-Jean, près de Fredericton. Les enquêteurs ont établi que la victime était une femme de race blanche, dans la vingtaine, au bras gauche atrophié, mais son identité demeure un mystère complet. Finalement, les résultats de l'analyse des cheveux trouvés sur l'île arrivent du laboratoire judiciaire. En fait, ils ont trouvé beaucoup de choses en analysant les cheveux. En les examinant et en les aplatissant, ils ont établi leur longueur à 35 cm. Ils ont pu me dire la couleur et que les cheveux étaient teints. Elle les portait en queue de cheval parce qu'ils étaient retenus par un élastique qui avait des fils métalliques. Les fils avaient rouillé, mais il restait des marques de rouille à 20 cm de l'élastique. Malgré ces informations, ils n'ont toujours pas de portrait de la victime. Un portrait leur permettrait d'alerter les médias et d'obtenir l'aide du public. Mais sans la mâchoire inférieure, la création d'un portrait robot devient un défi de taille. C'est un trait facial important qui détermine l'apparence de la personne. Est-ce qu'elle a une petite mâchoire? Une grosse mâchoire? Est-ce que le visage est long? Est-ce qu'elle a le visage rond? C'était un élément clé qui nous manquait. C'était très difficile de faire une reconstitution faciale. Mais à l'époque, on était en train de créer un nouveau programme informatique à Toronto. Dave Brown demande au Centre des sciences judiciaires de l'Ontario de créer un portrait robot à partir des informations recueillies. Quelques semaines plus tard, il est muté dans une autre province. Philippe Houle prend l'affaire. Il sait qu'il n'aura pas la partie facile. Il commence par faire une nouvelle fouille de l'île.
J'espérais pouvoir trouver la mâchoire inférieure. On n'avait presque pas d'indices sur cette femme-là. On ne savait pas qui elle était, ni d'où elle venait, ni comment elle s'était retrouvée dans l'île. Philippe Hull monte une grosse opération. Pendant 2 jours, avec une trentaine de personnes, il passe l'île au peigne fin. On a inspecté chaque pouce carré. On a retourné chaque brin d'herbe et on a trouvé des petits os. On en a trouvé plusieurs même, mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, la mâchoire inférieure. De son côté, Moira McLaughlin s'attaque à une autre question qui intrigue les enquêteurs. Pour comprendre comment le crâne s'était retrouvé là, il fallait d'abord qu'on comprenne les mouvements de la rivière et les mouvements de l'eau. C'est une autre facette de mon métier d'anthropologue légiste. C'est ce qu'on appelle la taphonomie. Ça touche tout ce qui arrive au corps d'une personne entre le moment de sa mort et la découverte du corps. Ça peut comprendre les mouvements de l'eau, les mouvements du courant, les inondations printanières. On s'interroge sur le genre de végétation. On se demande s'il y a eu une intervention humaine, s'il y avait des charognards. Dans ce cas-ci, il fallait entre autres se renseigner sur la rivière. Moira McLaughlin étudie les crues des eaux au printemps. Elle en déduit que la victime aurait pu être jetée à l'eau d'aussi loin que Fredericton et aurait pu parcourir une distance de plus de 20 km dans la rivière Saint-Jean. Le corps aurait ensuite été porté au-dessus de l'île alors que la rivière était gonflée par la fonte des neiges, puis déposé dans une crique intérieure. L'étude taphonomique de Moira McLaughlin a aussi pour but de répondre à d'autres questions. Il fallait connaître la température de l'eau parce que la température de l'eau a un effet sur la décomposition. Il faut que je détermine depuis combien de temps la personne est morte. Le temps qu'il a fallu pour que le corps soit complètement squelettisé. En hiver, la température de l'eau de la rivière tourne autour de 0 degré. En été, elle peut monter jusqu'à 16 ou 18 degrés. Moira McLaughlin conclut que le corps a passé entre 1 et 2 années à la merci des eaux. Pendant tout ce temps, le corps a subi bien des transformations. Il a été malmené par les courants, traîné par le va-et-vient des marées. Le visage, les bras, les mains et les genoux se sont déchirés au contact des rochers. Après environ 1 mois dans l'eau, la peau s'est détachée du corps, lambeau après lambeau. La Gendarmerie royale du Canada à Fredericton reçoit le portrait robot fait par le Centre des sciences judiciaires de l'Ontario à partir des photos du crâne. Mais, selon l'anthropologue légiste Moira McLaughlin, le portrait ne correspond pas bien au crâne et ne peut pas être utilisé pour un appel au public. Philippe Hull décide d'amener le crâne et les ossements à Toronto pour aider à la création d'un nouveau portrait. Moira McLaughlin doute de ses conclusions sur la race de la victime. Elle en profite pour demander qu'un autre anthropologue légiste examine les ossements pour confirmer si la victime était de race blanche ou non. Très intéressé par ce cas mystérieux, le Centre propose aussi de faire un test de diatomée pour tenter de déterminer si la victime a été noyée. Les diatomées sont des algues microscopiques qui se trouvent dans toutes les étendues d'eau, rivières, lacs, piscines. Quand une personne meurt noyée, les diatomées avalées avec l'eau vont se loger dans la moelle de ses os, et plus particulièrement de son fémur. Mais les résultats ne peuvent confirmer si la victime est morte noyée ou non. Philippe Hull se tourne vers le Centre d'information de la police canadienne. Je leur ai demandé de l'information pour la région des Maritimes sur tous les cas de personnes disparues qu'ils avaient. Ils m'ont sorti une liste de 300 noms. Et il a fallu que j'examine chaque cas individuellement, manuellement. Philippe Hull reçoit le nouveau portrait robot créé à partir du crâne de la victime. On lui confirme aussi que la victime était de race blanche. Pour la toute première fois, la police peut orchestrer une campagne dans les médias. Le portrait robot est diffusé par la presse partout dans les Maritimes, dans le Maine et au Québec. La police reçoit quelques appels,
Mais le profil dentaire de la femme sans nom ne correspond à celui d'aucune des disparues. L'affaire passe au crime majeur non résolu. Une fois par semaine, la police fait le point sur le dossier. Mais de semaine en semaine, de mois en mois, aucun élément nouveau ne vient s'ajouter. Une autre année passe. Les enquêteurs de l'unité des crimes majeurs vont trouver Michel Fournier. C'est un des meilleurs artistes judiciaires au pays. Ils lui demandent de faire une reconstruction faciale de la victime. Bien évident, quand on arrive à cette étape-ci, où on demande de faire une reconstruction faciale d'une personne décédée, c'est que tous les autres éléments de l'enquête ont échoué. Que ce soit tenter d'identifier la personne par des empreintes digitales ou par les dossiers dentaires ou par une description physique, tout ça a échoué. Alors, on est presque au bout du rouleau. Michel Fournier vient alors de terminer un stage à l'Académie du FBI. Il a appris une technique toute nouvelle, la reconstruction en 3 dimensions. Comme premier cas, c'est un cas qui était assez compliqué. C'est-à-dire que le crâne n'était pas complet. Si on enlève à une personne toutes ses dents, bien, la forme du visage va changer. Alors, ça rendait ma tâche un peu plus compliquée parce qu'il fallait que je fasse une projection de cette mâchoire-là. Règle générale, c'est une chose qui n'est pas faite au hasard. C'est fait en tenant compte des éléments qui sont connus. C'est-à-dire, bien que les dents étaient absentes, on pouvait se servir de la racine pour déterminer la projection des dents. Pour une reconstruction faciale, un artiste se sert de 23 marqueurs. 23 points sur le crâne qui indiquent quelle peut être l'épaisseur maximale et minimale des tissus. La pose des marqueurs est la première d'une longue succession d'étapes qui exigent du temps, de la minutie et du savoir-faire. Les muscles, les tendons, le gras du visage apparaissent alors. Jusque-là, le travail a été purement scientifique. La touche finale, la touche artistique qui permet de donner un peu de vie à la reconstruction faciale. Dernière touche pour compléter le visage, les cheveux. Les enquêteurs font appel à un perruquier spécialisé. Ils ont aussi acheté une blouse blanche, semblable à celle que portait la femme sans nom, pour que le portrait soit aussi authentique que possible. Pour Philippe Hull, c'est une révélation. Ça y était. Elle venait de devenir une vraie personne. Ce n'était plus juste un crâne. J'étais vraiment enthousiaste. J'avais l'impression qu'on réussirait maintenant à identifier cette personne-là, qu'on saurait qui elle était, qu'on connaîtrait son histoire et qu'on saurait comment elle avait atterri dans l'île. La police attend beaucoup de ce portrait, plus humain, plus vivant que le portrait robot. Mais les jours passent, puis les semaines, et personne n'appelle. Le coup est dur pour Philippe Hull. Ça me déprimait de ne pas réussir à l'identifier. Là encore, mystérieusement, le public ne répondait pas à nos appels. Philippe Hull est muté à son tour, part pour Ottawa. L'affaire reste au crime majeur. Le dossier est voué à languir sur les tablettes, à rester indéfiniment aux affaires non résolues. De curieuses circonstances vont amener un nouveau joueur dans le dossier. Il va reprendre l'affaire à zéro, la faire rebondir, la projeter à la une des journaux, des stations de radio et des chaînes de télévision. Mais cette fois, avec de nouvelles hypothèses. Il y a plus de 10 ans qu'un crâne humain complètement décharné a été découvert dans une île de la rivière Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. 2 enquêteurs en chef se sont succédés sur cette affaire. Un troisième va maintenant tenter de résoudre l'énigme de la femme sans nom. Gilles Blin, de la GRC, est analyste au SALVAC, système d'analyse des liens de la violence associés au crime. Il est attiré par le défi et demande le dossier.
J'ai examiné tout ce qu'il y avait dans la boîte. Chaque document, chaque déclaration, chaque photo dans la boîte. Je savais que l'affaire n'avait jamais été résolue, qu'on ne savait pas qui elle était, ni ce qui est arrivé à la victime. Et j'étais ouvert à toutes les possibilités. Ça m'intriguait beaucoup. On l'avait trouvé près d'un grand centre. Son bras gauche était atrophié, c'était une femme, et on avait une description de ses vêtements. On savait même où elle avait acheté ses vêtements. Et l'affaire n'était pas résolue. Je trouvais ça intriguant. Pourquoi tous les efforts d'identification de la victime ont-ils échoué durant les 10 dernières années? Gilles Blin tente de se l'expliquer. Il y avait deux possibilités. Ou sa disparition n'avait jamais été signalée, ou elle venait d'un autre pays. Elle aurait pu être américaine, mais on avait déjà cherché de ce côté-là. Mais si elle était, par exemple, européenne, on aurait pu demander à Interpol s'il y avait une femme portée disparue qui correspondait à la description de la victime. Ce que j'ai fait, j'ai pris son affiche, sa photo, et je l'ai gardée à mon bureau en tout temps. Ça peut paraître sentimental pour certains, mais j'ai toujours ressenti, pendant tout ce temps-là, qu'elle me guidait dans mon travail et que je finirais, éventuellement, par découvrir son identité. Gilles Blin convoque Michel Fournier, l'artiste judiciaire, et Moira McLaughlin, l'anthropologue. Il leur demande de repartir avec lui à zéro, près de 10 ans plus tard. On a une nouvelle énergie. On va se faire un nouveau plan et on va relancer l'enquête à nouveau et voir si on peut la résoudre. Gilles Blin a un atout. Les frontières d'analyse en criminalistique ont été formidablement repoussées en 10 ans. Il y a des techniques complètement nouvelles et efficaces. D'abord, il y avait l'ADN. Ça, c'est la découverte. On n'avait pas ça en 92. Dans un squelette, la meilleure source d'ADN est une dent. Gilles Blin envoie le crâne au laboratoire judiciaire de Vancouver. Il espère que l'on pourra extraire l'ADN des dents, malgré le fait qu'elles ont passé près de 2 ans dans les eaux de la rivière Saint-Jean. Les dents sont recouvertes d'émail. Ça leur permet de protéger l'ADN assez longtemps contre les ravages de l'eau. Quand on a reçu le crâne, j'ai choisi 2 dents qui avaient l'air de pouvoir être de bonnes sources d'ADN. On les a extraites et broyées avec de l'azote liquide et une machine qu'on appelle un broyeur à froid. On prend la dent au complet et on décontamine la surface extérieure avec des produits chimiques spéciaux qui détruisent l'ADN. Après, on l'isole pour empêcher l'ADN de s'échapper de la dent, mais surtout pour éviter qu'elle entre en contact avec de l'ADN qui viendrait d'une personne qui analyse l'échantillon ou d'une autre source qui pourrait se trouver dans l'environnement. Comme ça, on sait que les résultats de l'analyse de l'ADN portent sur cette dent-là et rien d'autre. Le laboratoire parvient à extraire l'ADN de la victime. C'est un gros pas de fait. Mais il faut quand même retrouver quelque chose ou quelqu'un à des fins de comparaison. Une analyse judiciaire, c'est une comparaison entre 2 échantillons. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on a un corps ou qu'on peut prélever un échantillon sur un corps, on peut résoudre le crime. En fait, on a beau obtenir un profil d'ADN d'un suspect ou d'une victime, ça ne résout pas le crime tant qu'on n'a pas une idée de l'identité possible de ces personnes. Alors là, on peut comparer avec un échantillon prélevé sur la personne en question pour confirmer qu'il s'agit bien de la bonne personne. Le mystère de l'identité de la femme sans nom demeure complet. Mais Gilles Blin croit que la science s'est trompée sur la race de la victime. Je travaille dans ce coin-ci depuis un bon bout de temps et j'ai souvent travaillé avec des Autochtones. Enfin, il y a plusieurs communautés autochtones dans le secteur que je patrouillais. Il n'y a pas de raison précise pourquoi je pensais ça, mais je sentais au fond de moi qu'elle était autochtone. En la regardant, la reconstruction que Michel avait faite,
j'avais carrément l'impression que cette femme-là était d'origine autochtone. Mais quand Gill Blinn partage avec Moira McLaughlin son intuition à propos des origines autochtones de la victime, elle le rappelle à la réalité scientifique. Depuis le tout début de l'investigation, il y avait 2 autres anthropologues physiques qui avaient eu l'occasion de procéder à des analyses indépendantes des restes. Ils avaient tous les 2 vu les mêmes caractéristiques morphologiques du crâne, des caractéristiques qui indiquaient que la personne était de race blanche. Gill Blinn est convaincant. Moira McLaughlin consent à refaire au complet ses analyses sur la race de la victime. J'ai réexaminé les os. Après plusieurs années, j'avais une nouvelle perspective et j'avais pris beaucoup d'expérience. Et puis les méthodes avaient évolué, surtout dans le domaine de la microscopie. On avait aussi un nouveau système, FORDISC, qui était une base de données informatiques qui venait d'être développée. Ce logiciel va lui donner les probabilités de race avec toute la fiabilité qu'on attribue aux capacités d'analyse des ordinateurs. Cette personne-là, elle avait été un être humain. Elle avait eu une vie. Elle avait eu des parents. Peut-être aussi des gens qui l'aimaient. Et peut-être aussi des enfants. Et vous savez, son histoire était trop triste. Mourir comme ça, partir à la dérive toute seule pendant 2 ans, c'est une histoire terrible. Et j'avais beaucoup d'empathie pour la victime. Sans identification de la victime, les enquêteurs ne peuvent commencer à explorer les causes probables de son décès. Est-ce que l'examen des ossements donnera raison à Gill Blinn et lui permettra finalement de trouver la clé du mystère? Plus d'1 an s'est écoulé depuis que Gill Blinn a réouvert une affaire non résolue, vieille de 10 ans. Un profil génétique de la victime a pu être tracé et Moira McLaughlin a réexaminé les ossements à l'aide de nouvelles techniques afin de vérifier encore une fois la race de la victime. Les résultats du logiciel FORDISC arrivent. Ils confirment que la victime était de race blanche, aux grandes dames de Gill Blinn. Moira McLaughlin, elle, ne sait plus que penser. On était perplexes. D'un côté, j'avais mes analyses scientifiques qui me disaient que c'était une femme de race blanche. Donc, dans une petite région comme les Maritimes, on aurait dû pouvoir l'identifier. Et là, on s'est mis à penser au fait que dans les provinces de l'Atlantique, ça fait au moins 400 ans que les Micmacs malécites et les Européens se mêlent intimement. Qu'ils se marient, qu'ils élèvent leur famille ensemble. Et collectivement, on s'est dit, il faut aller plus loin. Il faut élargir le profil biologique. Soyons plus ouverts. Il faut prendre pour hypothèse qu'elle est d'origine Micmac malécite, et c'est ça qui a été notre point de départ. Avec ce nouvel angle d'attaque, Gill Blinn refait une recherche dans le fichier national du CIPC, le Centre d'information de la police canadienne. Il reprend de 1991 à 2001, et cette fois en incluant une origine amérindienne. Il y avait plus de 5000 femmes portées disparues. Je crois que j'avais une liste d'environ 300 pages. Ça en faisait beaucoup à décortiquer. Mais il faut faire attention. Ce ne sont pas toutes des victimes d'actes criminels. Il y en a qui disparaissent pour d'autres raisons. Elles fuguent, par exemple. Il y en a beaucoup qui sont victimes d'actes criminels, mais pas toutes. Après plusieurs mois d'un travail laborieux, c'est l'échec. 5000 vérifications de femmes portées disparues et 5000 non. En conclusion, il n'y a eu aucune qui correspondait à notre description. C'était clair. J'ai eu beau regarder la liste et la regarder encore et encore, dans l'espoir de trouver quelque chose, mais je n'ai absolument rien trouvé. Gill Blinn décide de faire appel à la presse, partout au pays. Un des grands réseaux canadiens de télévision accepte de faire un dossier spécial sur la relance de cette affaire. De 2 choses l'une, où on recevrait beaucoup d'informations et j'allais être occupé pendant très longtemps, ou on ne recevrait rien. Plus de 1000 affiches sont imprimées
et envoyés à tous les postes de police au Canada et dans le nord-est des États-Unis. Gilles Blin contacte aussi l'étranger. Les jours passent, puis les semaines et les mois. Et de nouveau, pour Gilles Blin, rien, que des fausses pistes. Si je me souviens bien, j'ai reçu beaucoup d'informations, mais toutes trop vagues. Elles ont mené nulle part. On me demande souvent si je me décourage quand une piste n'aboutit pas. Non, je me décourage pas. Au contraire, ça me stimule. Cette année-là, l'automne est maussade, pluvieux. À Fredericton, l'atmosphère est à la déprime pour pas mal de gens. Et certains passent aux actes. Dans la ville, il y a beaucoup de sans-abri qui se sont suicidés en se jetant dans la rivière. Ces événements-là m'ont fait réfléchir. On pourrait dire qu'une petite lumière s'est allumée, si on veut, ou que j'ai eu une idée. Il y a une soupe populaire dans la ville pour les sans-abri et les gens qui traversent une mauvaise passe. C'est le premier endroit où je me suis rendu. Peut-être que quelqu'un se souviendra d'elle. Il appelle George Pierce, le gérant. George Pierce a une excellente mémoire. Il se souvient d'une femme étrange, solitaire, qui venait régulièrement à la soupe populaire dans les années 80. Mais le portrait n'est pas tout à fait exact. Elle avait le visage plus rond, plus ridé. Il se souvient aussi que cette femme avait un bras atrophié, le bras gauche. Là, j'étais content. On était sur la bonne voie. Je sentais que c'était la première piste solide depuis des années. Pierce lui signale une autre particularité. Cette femme portait toujours une paire de très longs ciseaux. Des ciseaux qui semblaient comme une arme défensive pour elle. George Pierce a gardé un souvenir précis de la dernière fois où il l'a vue. C'était un vendredi soir, en septembre 1990. Elle faisait du pouce au bord de la route. Comme il allait dans l'autre sens, il ne s'est pas arrêté. Par la suite, il s'est souvent demandé ce qu'elle était devenue. Le lendemain matin, Gilles Blin dépêche sur les lieux Michel Fournier, l'artiste judiciaire, pour modifier le portrait de cette femme. George Pierce explique que toute la partie inférieure du visage était plus pleine, que les dents du haut étaient plus protubérantes, et surtout que la peau des joues et du cou était plus ridée. Avec ce nouveau portrait, Gilles Blin attire de nouveau la presse sur cette affaire. Très vite, la police reçoit un coup de fil du propriétaire d'un vieil immeuble du centre-ville. Il pense connaître la femme qui est recherchée. Un collègue de Gilles Blin se rend à l'immeuble pour rencontrer le propriétaire. Il n'avait pas vu cette personne depuis des années et il ne savait pas où elle était. Quand il a vu le portrait robot, il a pensé que cette personne était peut-être la victime que nous avions trouvée sur l'île. C'était une femme solitaire, silencieuse. Elle vivait de l'aide sociale et n'a jamais encaissé son dernier chèque d'assistance. Le propriétaire se souvient de son nom, c'est où habitent ses parents. Le constable Cole a fait un suivi, a rencontré la famille et a obtenu du matériel génétique pour l'analyse de l'ADN. L'analyse était concluante, c'était bien notre victime. La victime était bel et bien d'origine amérindienne. Ses parents, qui habitaient une réserve à quelques kilomètres de Fredericton, n'avaient jamais signalé sa disparition. Ils la croyaient partie, espéraient qu'un jour, elle leur reviendrait. Je savais qu'on allait trouver quelque chose. Et je savais que ce serait quelque chose d'important. Et que d'une certaine manière, ces aigles-là étaient liés à notre personne. Et effectivement, c'était des oiseaux importants pour cette femme-là sur le plan culturel.
Est-ce qu'ils veillaient sur elle? Est-ce qu'ils nous ont amenés jusqu'à elle? Je ne sais pas, mais je suis sûre qu'il y a un lien quelque part. Et je suis contente qu'ils aient été là. Je ne peux expliquer le sentiment qu'on ressent quand tout à coup, on sait qui est la victime et on peut la ramener chez elle. Spirituellement, cette victime peut enfin reposer en paix. Cependant, à ce jour, bien que la victime ait été identifiée, Lo garde toujours le secret des circonstances de sa mort.